Je suis dans la même position que je peux me trouver à la fin d'un dessin, à la fin d'une absence. J'ai pendant des mois, et puis les années précédentes pendant d'autres mois, hein, j'ai donné à l'aide de ce petit outil moderne, ce petit instrument de musique bizarre. J'ai donné ma voix. J'ai donné aussi un peu de ma pensée. Pour le faire, j'ai cessé de dessiner. J'ai fait des interruptions plus ou moins courtes. Certaines ont été très longues. Le retour à la table de dessin n'a pas été facile. Mais j'avais eu les mêmes difficultés après avoir fait les premières bandes. Par exemple, au moment de Le Roi, au moment de La Morte dans le Maquis. Enfin, ce temps de ces bandes-là, les premières, 63, 64, 65. La même difficulté du retour, je ne peux pas dire du retour à moi, mais la même difficulté dans le retour à une des parties. C'est sans doute ce temps que je ne veux pas hacher, que je n'aime pas couper, quand je suis dans quelque chose. Je ne suis pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout, étant donné que j'ignore le bout. Mais j'ai le grand besoin de la distance. Quand je commence le dessin, il me semble que j'ai toutes les forces réunies pour parvenir à un terme que j'ignore, mais à un terme de toute façon. Alors on peut me dire, bien sûr, il y a toujours un terme aux choses. Non, je veux dire au terme de ce que je sens présent en moi et que je veux exprimer. Je ne dirais pas que je sens une histoire plus qu'une autre ou que je sens dans le dessin un thème plus qu'un autre, mais j'ai au début ou au milieu du trajet, dont j'ignore tout à fait la durée, je dirais même le sens. J'ai l'élan. Au fur et à mesure que je m'approche de la fin, c'est un peu comme quand on est sur un chantier. Moi, j'ai été davantage sur des chantiers qu'à un établi dans ma vie. Dans ma vie de manuel. Mais je suis aussi un manuel dans mon travail maintenant. Mais le début, on part comme des fous. Au milieu, il y a l'équilibre qui s'installe. Et puis à la fin, on revient du champ. On a labouré le champ, il faut maintenant ramener les bêtes à la maison, mais on revient. On traîne. On est encore un peu là-bas et on n'est pas encore arrivé. C'est la même chose dans ce qui n'est pas manuel. Là, je suis assis, immobile, un peu comme une momie, et j'ai seulement ma bouche qui s'agite, et j'ai aucune raison de regarder à droite ou à gauche, en l'air ou en bas. J'ai même pas la possibilité d'écrire. Ça ne servirait à rien. De temps en temps, tout juste un mot qui sera comme un repère, que si je retombe dessus, peut-être, il fera marcher un déclic, mais
je vois très bien comment, avec moi, ça se développe, ça se déroule. Je vois très bien ça pour comprendre que je ne suis pas maître de ce jeu-là. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas maître. Alors au départ, de n'être pas maître procure encore plus d'élan. Mais au milieu, on vit sur son élan. On est dans le feu. Et puis arrive le passage qui peut-être annonce un arrêt prochain, ou peut-être pas, et ça va repartir. Mais quand même, je ne vais pas passer ma vie et mon année, ma vie, ça j'en sais rien. Maintenant, la prochaine fois, ça sera, je ne sais pas, dans 6 mois, dans 6 ans, je n'en sais rien. Je crois que j'ai sorti quelque chose et que maintenant je vais m'écarter de ce petit coin que j'ai construit, réellement d'ailleurs, le petit coin, l'appareil, et puis le petit coin en moi aussi. Cette espèce de lieu personnel, un peu secret, où flottait tout ça, dont j'avais beaucoup moins conscience que je peux peut-être en donner l'impression, et que maintenant le temps de l'arrêt est venu. Ce ne sont pas des événements que j'ai eu besoin de dire, même si ça ressemble à des événements. C'est le lien qui unit tout ça et qui ne fait que me ramener toujours je pourrais dire à cette intuition de la vie nécessaire à dire et de cette grande difficulté à ne pas brusquer, à accepter de repartir, de faire des dérapages, de revenir en arrière. De vouloir au fond que tienne la terre de cette espèce de plaine faite de petites collines, de trous, de ravins, dans le fond de montagne, dans laquelle j'ai essayé de passer ma main. Ça ne va pas être facile de retourner au dessin maintenant. Mais c'est bien. Il faut qu'il y ait ça. Ça ne va pas être facile, mais rien ne dit que je ne vais pas vivifier. Peut-être que j'ai tué quelque chose. Là, aujourd'hui, je suis... Non seulement je crois que je suis arrivé à un terme, non seulement je sens qu'il y a un certain fléchissement dans ma propre vigueur. Je me sens devenu beaucoup trop rigoureux et que le temps est venu justement d'appuyer sur le bouton arrêt. Je ne peux pas vouloir construire dans ce que j'ai fait. Et je n'ai jamais construit. Je ne vais pas commencer maintenant. Mon sac est vide, si je peux dire. Je connaissais, je les ai connus puisque je les ai traversés. Il y a eu, on peut dire, des périodes comme des couches. 63, 64, 68,
86, 90, 93, 94, enfin, c'est des couches, ça. À chaque fois, je me suis senti comme mordu. Mordu après, mordu pendant, mais aussi mordu après. Mordu en ce moment-là. J'ai arrêté tout à l'heure, hier, enfin tout à l'heure, c'est hier, j'ai arrêté une bande sur un retour brutal et puis une nouvelle lancée vers l'aujourd'hui, la difficulté d'un jeune homme. Mais l'immense difficulté d'un homme. Peut-être la plus grande difficulté que l'homme puisse connaître, c'est quand il arrive à cette passe. Le chiffre compte, mais là où j'en suis maintenant, 94, j'ai pas besoin de faire une grande addition pour connaître mon temps. Quelque chose qui se trouve en moi, qui va peut-être résister pour sortir, qui va faire que je vais me coucher à la fois sur mon papier, que je ne vais pas... J'ai pris patience en disant ce que je fais, mais j'ai peut-être perdu patience pour le crayon que je vais tenir. Ce que je viens de faire là depuis des mois, ça m'aura bousculé davantage que les fois précédentes, par exemple, je peux dire ça. Impression aussi de lire le journal de quelqu'un, m'est arrivé ça. De lire le journal de quelqu'un et de m'approcher du point final du journal. Peut-être qu'il est mort après, peut-être qu'il n'a plus tenu son journal après. Et de voir qu'il avait brûlé bien plus que ce qu'il avait en réserve. Un peu ce que je ressens. Mais c'est quand même normal. Je sors beaucoup, je déverse beaucoup. Je me trouve sur une pente. Dans le dessin, c'est pas ça. Dans le dessin, il y a un aspect, une fonction mécanique, je dirais automatique. Je ne suis pas passé par un certain travail pour ignorer qu'il y a cet automatisme-là chez moi. Je commence un endroit sur ma feuille, ma concentration n'est pas du tout assurée. D'ailleurs, je me méfierais même de ma concentration. Alors, très vite, je tombe dans un automatisme que je laisse faire. Il est producteur, il est généreux, il donne quelque chose. Il m'entraîne là où je n'ai pas encore la possibilité d'arriver. Et là où, peut-être par un tout autre cheminement, je serais arrivé. Je ne sais pas. Pour moi, non, ça ne serait pas possible. Je l'ai déjà tellement dit, je n'ai pas la volonté de, et je n'ai pas non plus le pouvoir pour. Non. J'ai une sorte de mise à disposition envers ce vers quoi je me dirige, enfin, vers ce que j'attends mais que j'ignore. Bon, c'est souvent ça, très souvent ça. N'empêche que ça passe par une sorte de brouillon, de brouillon dans la tête, de main qui ne sait pas trop où se diriger, où aller, comment appuyer, ne pas appuyer, tourner, pas tourner. Moment de grande perte, de grand désarroi. Je me le dis souvent. Je le vis dans la difficulté même. Bon. Là, les bandes, c'est pas du tout ça. C'est... Je ne sais pas si c'est radicalement, puisqu'il s'agit du même. Mais le cheminement est d'abord... ça ne peut pas se rapprocher. Bon. Ce qui sera exprimé, qui me
qui me bouscule et qui me surprend infiniment, ne me surprend pas du tout de la même intensité quand je dessine. Quand je dessine, j'ai dit, par moments je dors. J'ai besoin d'être en train de comme sommeiller, à peine éveillé, pour que ma main soit totalement libre, qu'elle fasse et que moi j'arrête et que elle fasse. Je suis dans l'impossibilité d'imaginer que là je ferme les yeux, je suis un peu ensommeillé et je parle. Pas possible. Je ne peux pas conduire en dormant. Ouais. Alors je peux dessiner presque en dormant. Je ne peux pas parler en dormant. Et comme je ne sais pas ce que je vais dire la minute d'après, il faut que je reste en quelque sorte extrêmement éveillé et extrêmement ouvert. Il faut que je surveille et qu'en fait je m'écarte de ma surveillance. Rien n'est comparable. Rien n'est comparable ni rapprochable entre le crayon que je tiens ou la plume que je tiens sur du papier pour faire du dessin et l'aquarelle que j'utilise. L'aquarelle, je suis là. Y aurait-il même un accident, je l'ai fait en étant là. Le dessin, il est la part d'abandon dont j'ai besoin et qui est dangereuse, qui peut perdre complètement le dessin. La parole, je ne peux pas... Je peux tout perdre, naturellement, mais la parole, je suis obligé de la contenir sans me sentir en train de la contenir. Pour que je m'y prenne comme je m'y prends, il faut que je sois totalement là, devant un micro, comme si j'étais devant une glace, pour essayer de me convaincre de la véracité de ce que je suis en train de dire, de ce que je ressens, de ce que j'avais ressenti, de ce que j'ai souvenir de et que j'invente en même temps. Je ne vais pas me plaindre en disant je suis fatigué. Mais je suis quelque part fatigué. Et je ne peux pas beaucoup continuer. Et au-delà d'un point, de ça, d'une petite ligne, je pourrais très facilement tomber dans un langage sans mots qui ne serait que des bruits. Et ça m'a frôlé depuis quelques semaines de sentir la nécessité de crier. Je ne vois pas pourquoi je le ferais. Parce que ça ne serait pas à l'intérieur de ce qui a voulu revenir, un peu comme les formes du dessin dont je dis elles sont là, elles ne demandaient pas à vivre et elles s'approchent. Je crois que les paroles aussi, à la façon dont elles viennent à la surface, viennent dans un moment tout à fait particulier, mais elles ne demandaient pas à venir. Et elles ne me gênaient pas d'être restées pendant des années là où elles étaient. Mais il y a toute la marge entre la forme, qui est une forme que je n'ai pas fait, mais que j'aide à venir, et qu'ensuite j'aide, je façonne, je pousse, alors que la parole, ce que dit ma parole, ce que dit la parole de l'homme, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a retenu, contenu. Il est surpris d'avoir retenu ça. Mais je n'ai pas la même surprise d'avoir retenu la forme qui est venue dans mon papier. Parce que très souvent, cette forme-là vient de beaucoup plus loin que moi. Ça, je le sais. Ce sont des choses qui se sentent. Alors, pour ne pas tomber dans des cris, il est sûr qu'il va falloir que je remette le couvercle dessus. J'ai passé mes doigts à l'intérieur de la poubelle en grattant pour voir s'il restait
s'il restait quelque chose. Et maintenant, je ne peux pas ne pas m'arrêter. Je pourrais dire, par un jour gris, dans la soirée de ce jour-là, à la Châtre, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête de faire sortir le père et la mère, qui eux sont trop sortis, et je n'ai pas à inventer. Je ne suis pas un type qui invente. Donc, je touche le mur. Demain, je ne serai plus dans cette pièce. Je sens bien que je suis sec. Je sens bien que ce qui quelquefois veut s'agiter, là, cette fois-ci, ne peut plus le faire. Je n'en souffre pas. Il m'arrive d'avoir quelque chose comme ça quand je suis en train de dessiner. Je sens que je suis en train de tirer, et qu'il n'y a rien. Je crois que je tire et il n'y a même pas de corde. Le crayon fait même pas de traces. Là, ce sont mes paroles qui ne laissent même pas de son. On ne peut pas deviner qu'il y a quelque chose qui va venir derrière. Moi-même, je le sais. Pour un peu, je pourrais lire n'importe quoi qui se trouve devant moi sur la planche. C'est comme si tout avait disparu. Tout était retombé quelque part. Là, peut-être où c'était avant. Ça avait pris un peu l'air et c'est reparti dans le sombre, dans le noir. Je verrais bien, à l'image du couloir de la cave. Ouais, c'est là. Ça a retrouvé chaque parole a retrouvé sa place. Les paroles ont soulevé les toiles d'araignée, elles se sont mises dessous. Elles ont retrouvé leur manteau. Mon propre manteau, il est aussi, lui, là où il devait aller. Accroché à un clou. Je regarde mes doigts, là. Je les touche. Je ne peux pas me toucher à l'intérieur maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui a parlé en moi, qui a tout fait sortir dehors. Mais il n'y a même pas de crachat. Je me sens pas du tout appauvri. Hein. Non. Je suis j'ai un mélange. Un peu triste et là. Je retombe dans une phrase que je dis avoir prononcée tellement de fois. Je suis vraiment ce soir sans un seul souhait et sans envie. Ouais. Alors quand je l'ai dit ça, je parlais d'un moment, et puis je filais comme une fusée. Ouais. Mais là, ce soir, je suis sans souhait. J'ai aucune envie en moi. Hier soir encore, je faisais l'amour avec Cécile. Si c'était ce soir, je pourrais pas. Cette nuit, on s'est réveillé, on a commencé à parler. Elle s'est serrée contre moi. Je lui ai dit que hier au soir, c'était bien. Elle m'a dit que elle se demandait combien ici ou ailleurs
à 70 ans, faisait encore ce qu'on avait fait. Oh, je lui dis oui, ça arrive. Et elle m'a dit, oh, certainement pas souvent. Et on était hier au soir si passionnés. Si passionnés, si pressés. Je lui disais, pousse-toi, ouvre-toi un petit peu, pousse-toi. J'arrivais pas à rentrer. Oui. Elle était toute mouillée, toute... Elle tournait la tête vers moi. J'aime bien quand elle tourne la tête. Elle a les yeux qui sont là presque fermés. Elle ouvre sa bouche. Elle me dit oui, 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 oui. Mets ta main là. Elle me dit mets ta main là. Elle me prend ma main. En même temps que je suis en elle. Elle veut que, avec ma main, j'appuie sur son ventre. Appuie, appuie. Quand ça a été fini, on n'a plus bougé. On est resté comme ça, comme des cordes un peu emmêlées l'un dans l'autre. Sur mon ventre, je sentais une tache humide. C'était moi. Sur son ventre, je sentais chaud, très chaud. Je sentais sa poitrine qui se levait, qui s'abaissait, qui allait vite. Elle m'a dit hier au soir, tu vas encore le faire longtemps avec tes bandes? Je lui ai dit, et c'était vrai, je sais pas. Si ça se trouve, ça s'arrête, si ça se trouve, c'est reparti pour eux. De toute façon, si ça doit repartir, il me faudra d'autres bandes, j'en ai presque plus. Je viens d'en faire une dizaine, là, en un mois. Je lui ai dit, tu trouves pas que je suis un petit peu fou? Elle me dit, oh non. Pour moi, non, c'est pas ça la folie. Ça, c'est vraiment la vie qui coule. Je les écoute en travaillant. C'est difficile pour moi. Quelquefois, ça me gêne un peu. Mais ça me gêne, mais je continue à être très, très tendu vers ça. Je suis pas sûr de bien graver en t'écoutant. D'abord, ça change un peu ta voix, puis il y a ce que j'ignore, alors ça va. Puis après, il y a ce que je sais, puis tu parles de ça. Tu parles de moi, tu parles de toi. Tu parles d'une journée précise. Tu parles de ce que l'on s'était dit. Je ne me rappelais pas qu'on s'était dit ça. Et puis quand toi, tu le dis, tout à coup, je me rappelle. Je me dis, oui, c'est vrai. Quand tu parles de moi, je ne sais pas si tout est bien juste, mais quand je l'entends, ça fait très vrai. Ça a l'air de couler comme ça. Je suis sûr que c'est très fatigant pour toi, mais moi, quand je l'entends, non. Ça vient, ça vient, ça vient. D'une certaine façon, toi, tu les écoutes pas. Alors je peux te dire, tu peux être rassuré. Entre 63 et 93, on sent pas qu'il y a eu 30 ans. On sent dans la voix qu'il y a une voix d'homme. C'est un peu plus voilé, c'est un... Je sais pas, il y a quelque chose qui a changé là. Mais t'es resté aussi violent que tu étais. Pas méchant, violent. Et même quand on a fait ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est pareil que quand on avait 30 ans de moins. C'est ça qui est toujours surprenant. Quand je pars dans le train et que tu me laisses un petit mot dans mon sac, c'est comme si... je sais pas, on venait de commencer à vivre ensemble. Quand je suis à Paris, je n'ai qu'une idée, c'est de te téléphoner pour savoir si t'es bien rentré. Puis dans la journée, de pouvoir te dire, je rentre ce soir vraiment avec tel train. À partir du moment où j'ai dit ça, je suis sûr, je sais, je rentre. C'est une vie, hein. C'est vraiment ça, une vie, tu trouves pas? Ouais. Il y a des moments, bon, c'est vrai. Je glisse un peu, comme tu dis, tu dérapes.
Bah, on dérape tous un peu. Mais malgré tout, j'aurais pas pu arriver là où je suis arrivé si on n'avait pas fait ça ensemble. Il y a longtemps que je serais morte. Tu peux pas dire ça. Ah si. Ah si, parce que ça... C'est pas du tout que ça se devine, ça se ressent. En entendant ce que tu as fait là, je me dis, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils entendaient les tiens, tes parents? Alors je dis à Cécile, tu sais, je veux pas faire le malin, mais ils l'ont entendu. Comment ça? Bah, quand je le fais, quand je suis dans l'atelier, ils sont là. Ouais, mais ça, c'est toi qui le dis. Non, non. Je suis certain, ils sont là, ils entendent. Alors si c'est vrai, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent pas. Non mais, disons, ce que tu proposes, si vraiment ils l'entendaient, et je t'ai dit ils l'entendent, non mais, laisse-moi penser comme je veux. Si vraiment ils avaient entendu la bande de je sais pas laquelle, qu'est-ce que tu crois? Oh, je crois qu'ils auraient bien écouté, oui. Ils auraient dit c'est le fils. Pour eux, c'est le fils. C'est fini, là. Le temps, il est passé de dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu comprends? Ah non. Au contraire, ça réanimerait quelque chose en eux. Et je crois que c'est ça que ça fait. Ils sont plus tranquilles en m'ayant entendu maintenant. Ils étaient beaucoup plus inquiets quand ils étaient à côté de moi vivants. C'est maintenant que c'est plus calme. J'ai l'impression que mon père, il fait de l'œil à ma mère à ce moment-là quand il entend. Il appuie. L'air de dire il est bon ton roast beef. Ah, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il fait. Alors le roast beef, c'est ce que je dis, c'est ce que je découpe. Et ma mère, je la vois comme elle prenait des pauses. Un doigt dans son oreille, tu vois. Elle mettait un doigt là. Et puis elle tordait un tout petit peu sa lèvre inférieure pour sourire. Un peu comme, oh, faut pas trop exagérer. Mais elle était contente. Elle finissait par dire, non, tu m'as fait plaisir. Elle me disait ça, des fois elle disait ça à son mari. Avec son doigt dans l'oreille. Alors je pense qu'elle a mis son doigt dans l'oreille plusieurs fois en écoutant là. La grand-mère aussi. La grand-mère, elle, tout le temps, quand elle était à l'arrêt dans son fauteuil, sur sa chaise, elle se reposait. Elle était fatiguée, hein. Une vie très chargée. La grand-mère, elle mettait sans arrêt de la salive sur son pouce, et puis elle venait frotter à la hauteur du poignet. Son poignet, ou bien mon poignet. Elle avait dû le faire à sa fille, mais sa fille, elle ne voulait plus maintenant. À la salive, elle faisait passer quelque chose. Elle disait que c'était bon. Une fois, elle a dit, il y a des glandes là, il faut les masser. Puis quand on lui avait dit, oh oui, alors là tu masses des glandes, elle avait dit non. Elle ne se rappelait pas de ce qu'elle disait. Elle croyait dans ce qu'elle disait. Quand elle me disait d'aller à l'église, elle y croyait. Elle m'a dit plusieurs fois, si tu vas mieux, c'est parce que tu as été à l'église et puis que j'ai prié en même temps. Comme elle ne voyait pas clair, je pouvais hausser les épaules. Pff. Quand ma mère était étonnée, qu'elle disait quand même, ça fait un moment que le petit tousse pas, ma grand-mère toute seule, elle souriait. Je la regardais à ce moment-là. Je savais qu'elle allait sourire. Je venais vite vers elle, puis je lui donnais un petit coup comme ça. Je lui disais, je savais, hein. Tu sais, toi, hein. Elle a continué à sourire. Et ma mère, elle disait, qu'est-ce que vous avez tous les deux? Vous vous moquez de moi? Non. Puis ma grand-mère, elle lui parlait en italien, mais elle ne lui disait pas que le petit, il était allé à l'église, qu'elle lui avait demandé, puis qu'il l'avait fait. Ma mère aurait été la première surprise, parce que si ma mère m'avait dit, je voudrais que tu ailles à l'église, j'y serais pas allé.
Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Mais maintenant, quand je vais à l'église à La Châtre, j'ai rien à voir avec ça. Mais quand j'y vais, c'est un peu comme si la grand-mère m'avait dit, tu devrais y aller à l'église un peu. Mais la grand-mère, elle aurait aussi bien dit, tu devrais aller au temple, à la synagogue. Bon, pour elle, tout ça, c'était le même. Comme pour moi, le même, le doigt au-dessus de la tête qui appuie. Tout le monde pourrait avoir le doigt qui appuie. C'est pas une question de nom particulier. Je me rappelle qu'elle avait dit une fois à l'oncle, oh ben, il était mal. Mais il était mal. Après, j'ai compris que c'était dans sa tête, mais à ce moment-là, je ne sais pas si c'est parce qu'il refusait de voir. En tous les cas, il ne me parlait jamais, il disait jamais il n'est pas bien là-haut. Non. De temps en temps, il disait ça y est, ça recommence. Mais quoi? Pas ça. Mais il ne le nommait pas. Ça recommence. Sa grand-mère, elle avait dit, Édouard, écoutez-moi, mon petit. Alors Édouard, il écoutait. Il écoutait le père, il écoutait la mère. Même moi, des fois, je lui disais, je lui racontais une histoire, je lui disais, écoute-moi. Ce qu'il aimait pas, c'était les histoires qui étaient trop longues, et puis les histoires qui... On peut dire les histoires qui avaient comme une morale. Mais enfin, je vois pas trop qu'est-ce qu'il y avait comme morale. Si, avec ma mère, il y en avait. Elle racontait quelque chose, puis elle avait l'air de dire après, voilà, s'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait pas eu... voilà. Il aimait pas. Et ma grand-mère, elle lui avait dit, plusieurs fois, Édouard, soyez gentil. Allez une fois. Allez à l'église une fois. Allez-y. Dites-le moi. Quand vous irez. Moi, je ferai une prière pour vous. Vous verrez. Alors elle lui promettait. Elle lui prédisait. Vous trouverez peut-être un travail. Ça, c'était pas tellement ce qu'il cherchait, lui. Vous serez mieux. Vous serez pas obligé de rester allongé tout le temps. Il restait allongé tout le temps. Lui, c'était pas parce qu'il toussait. Il toussait pas. Je sais pas, il avait des difficultés avec lui-même. Il n'avait pas de migraine, je crois pas. Il avait besoin de se mettre sur un lit pour ne pas tomber. Je crois que c'est ça. Alors la grand-mère, elle disait, oh bah, si vous voulez aller à l'église, vous verrez. Alors il l'avait fait une fois. Une fois, il m'y a emmené. Il n'avait pas voulu y aller tout seul. Jamais y aller, hein. Alors j'ai pas dit à la grand-mère, je vais aller avec lui. Mais il a dit, je vais aller. Puis moi j'ai dit, je vais aller voir mon copain. Puis on est allé à l'église. Moi je connaissais bien. J'étais un petit peu chez moi. Même si je connaissais pas ni les curés ni rien. C'était à nous l'église. Ma mère, elle disait des fois, on est mieux à l'église qu'à la mairie. Bah bien sûr, à la mairie, elle allait demander des papiers, elle allait demander de l'aide. À l'église, d'abord, il n'y allait pas non plus, elle. Elle n'avait pas le temps. Elle travaillait toujours le matin, puis l'après-midi, quand il n'y a personne, je crois que ça lui plaisait pas, elle avait peur. Bon, avec l'oncle, on a poussé la porte. On est rentré. Je lui ai dit, chut, tu fais comme moi. Ah, il m'a dit oui. J'ai dit, retire ta casquette. Les hommes, ils doivent pas avoir la casquette. Il a retiré sa casquette. Il l'a un petit peu serré, puis il l'a mis comme ça, sur sa poitrine. Tu me suis. Alors moi, je marchais sur la pointe des pieds. On n'avait pas besoin de marcher sur la pointe des pieds. Je marchais sur la pointe des pieds, puis je le regardais, lui, derrière. Il me suivait sur la pointe des pieds aussi. Chut. J'arrêtais pas de faire ça. Chut.
On est arrivé à la hauteur de la Sainte-Thérèse. C'était l'église Sainte-Thérèse, alors il y avait Sainte-Thérèse. Alors je lui ai dit, c'est Sainte-Thérèse. Et bougé la tête. L'air de dire, ah d'accord, ah bon. Je lui ai dit, approche-toi. Tu vois, elle est comme ça. Elle bouge pas. Avec la grand-mère, quand on vient des fois, elle se met là, ici, tu vois. Elle met ses genoux là. Elle s'approche de la vitre. Elle me dit, la tête, elle est devant moi. Je dis oui. Alors elle baisse sa tête à elle, la grand-mère. Elle met ses mains comme ça. Et puis je dis là, elle dit qu'elle prie. Alors l'oncle, il fait signe encore qu'il a compris. Puis il me dit, ça dure longtemps? Quoi, la grand-mère? Oui. Ah oui, elle reste longtemps, oui. Et puis après, après je l'amène, là, viens, je vais t'emmener. Viens, chut. Et puis j'ai recommencé à marcher sur la pointe des pieds. J'avais eu à un moment donné cette manie de ne marcher que sur la pointe des pieds. Je me suis fait engueuler à l'école. Je suis pas sûr que ça ait été pour ne pas faire de bruit. C'était plutôt pour entretenir autour de moi un halo de discrétion. Ouais, je crois que c'était ça. J'avais besoin de n'être pas aperçu. Je crois que c'était ça. Ah, le maître m'engueulait. Arrête de marcher sur la pointe des pieds. Marche comme tout le monde. Non, je descendais les escaliers, j'allais dans la cour sur la pointe des pieds. Je ne sais pas d'où j'ai tiré ça. Peut-être en allant à l'église de temps en temps. Ou bien ça me promenait. Comme ça. On est arrivé vers la chaise où quelquefois je m'asseyais. Je lui dis, assieds-toi là, comme moi. Alors je me suis assis. Chut. Alors lui, il avait des grandes jambes. Il a touché la chaise qui était juste en face pour pouvoir s'agenouiller. Chut, fais pas de bruit. Alors il est resté assis. Il tournait sa casquette dans les mains. Alors il me regardait, puis il regardait devant lui, comme moi. Alors je lui dis, tu vois, il y a des serviettes blanches là, tout là-haut. Oui. En dessous des serviettes blanches, c'est tout en or. Pourquoi je lui ai raconté une connerie pareille? Il m'a dit oui quand même. Puis je lui ai dit, tu vois, il y a la croix là, avec un soleil au milieu. Oui, c'est tout en or. Puis tu vois, il y a une petite boîte derrière la croix. Ouais. La petite boîte, c'est là qu'ils mettent. C'est là qu'ils mettent ce qu'ils donnent aux grands. Quoi? Je sais pas. Ils mettent quelque chose dans la bouche. Mais la grand-mère, non, la grand-mère, jamais elle fait ça. Alors je suis resté. J'avais un avantage sur lui, c'était bien rare. J'avais la force de connaître quelque chose, et lui, il me regardait tout le temps. Pas un instant, il ne me venait à l'idée qu'il était en train de jouer un petit jeu devant moi, de me faire croire qu'il... Non, il était là. Au bout d'un moment, je lui ai dit, maintenant, on va revenir derrière. La grand-mère, elle a prié pour toi, là. Et tu crois que... Oui. Moi, quand je tousse beaucoup, elle me dit d'y aller. Et quand je reviens, pas le jour même, mais la nuit, je tousse moins. Ça, c'est vrai, je l'ai vu, ça, tu sais, c'est vrai. Alors mon oncle, et tu crois que toi, c'est parce que t'es un enfant, mais... Et puis elle t'aime. Oh, la grand-mère, elle t'aime aussi, hein. Ah oui, mais pas comme toi. Et puis je suis pas un enfant. Oh, tu sais... C'est pareil. Ça compte pas. Oui, mais elle sait que
va prier pour que tu trouves un travail. Ben oui, mais ce qui est embêtant, j'ai pas tellement envie de travailler. Ben oui, si tu crois, elle sait bien que t'as pas envie de travailler. Alors pourquoi elle a dit, allez-y, puis ça va vous faire du bien. Et puis je prierai pour que vous ayez du travail. Oh, elle a dit ça comme ça. Elle croit que ça te fait plaisir, mais dans le fond, elle sait que t'as pas non plus envie. Allez, maintenant, ça y est. Elle a dû prier. Je sens qu'elle a arrêté maintenant. Viens. Alors, on s'est levé de nos chaises, puis on est revenu dans l'allée centrale. Puis là, je lui montrais avec mon doigt, à droite, et je montrais mon doigt. Il y avait une statue. Alors il la regardait, puis il me faisait un clin d'œil. Et puis avec le même doigt, j'en montrais une autre un peu plus bas, une femme, en une statue, à gauche. Il me refaisait un clin d'œil. On avait l'air d'être un peu comme des complices qui se préparaient à voler les statues que j'indiquais. Puis on est arrivé près du bénitier à la sortie. Je lui dis, t'as une pièce? Pourquoi, il faut mettre une pièce? Ouais. Bah oui, je dois en avoir une. Une petite, pas une grosse. Une petite pièce. Donne-la moi. Il m'a donné une pièce. Je me souviens, c'est une pièce en bronze de 40 sous. Je l'ai mise dans la fente. Tang! Elle est tombée, puis elle a fait du bruit en bas. Puis il m'a dit, pourquoi tu fais ça? Ben, je lui ai dit, pour que ce que la grand-mère, elle a pensé, ça soit juste, ça soit bien. Puis on est passé vers le bénitier, j'ai dit, si tu veux, tu peux mettre ta main dedans. Alors lui, il savait pas que c'était le bout des doigts, il a mis carrément sa main. Je dis, maintenant tu la secoues, puis ça y est. Hein. Puis moi, j'ai mis les deux bouts de mon doigt, mais j'ai pas voulu faire la croix. J'aimais pas faire la croix. Puis on est sorti, on s'est retrouvé sur le parvis. C'est une petite église. C'est pas une chapelle, mais c'est une petite église. Il y avait un soleil. Lui, il fermait les yeux. Il m'a dit, je peux mettre ma casquette? Bien sûr. Moi aussi, j'avais un petit béret, je me suis enfoncé mon béret. Il m'a dit, tu viens souvent, toi? Non, c'est depuis que je tousse que je viens. Il y a un patronage, là, tu viens pas au patronage, là? Non, j'aime pas. Puis on a marché dans l'allée, on s'est retrouvé rue de l'ancienne mairie. C'est rue de l'ancienne mairie qu'il y a là, l'église de Sainte-Thérèse. C'est là qu'il y a une école, qu'il y a un parc, un petit square. Dans le petit square, il y avait la mairie. On a frôlé l'école. Puis je lui ai dit, tu veux qu'on rentre dans le petit parc? Ouais, on fumerait bien une petite cigarette. Je dis, si tu veux, il y a des bancs. On est rentré. On a poussé, il y avait une grille, une petite porte grillagée. Je passais par là quand j'allais chercher la grand-mère au lavoir. Il a vu un banc, il m'a dit, on va s'asseoir là. Il était blanc. Lui aussi, il était pâle. Et plus il fumait, plus il avalait la fumée, plus il devenait blanc. Plus il était livide. Puis il mettait sa tête en arrière. Il avait des yeux bleus, l'oncle. Ses yeux étaient devenus pâles aussi. Bleus comme... plus bleu que du bleu ciel. Je veux dire plus blanc que du bleu ciel. Enfin, je sais pas. Il avait ouvert ses jambes, il les avait allongées devant lui. Sa tête en arrière. Un de ses bras qui était vers moi, mais abandonné. Puis l'autre qui tenait la cigarette, c'était la seule chose qui vivait en lui. Je l'ai laissé fumer. Il sortait des grands nuages après avoir avalé sa fumée. Ouh, comme ça, il l'envoyait loin. Il était comme tout le monde, il faisait aussi sortir la fumée par le nez. À un moment donné, je lui ai dit, envoie-moi un petit peu de fumée pour que je respire bien. Alors il a, sans avaler la fumée, il a laissé la fumée dans sa bouche et puis, pouf, il me l'a envoyée. Elle a couru sur mon visage. Ça m'a un peu piqué les yeux. J'ai respiré en même temps.
J'ai ouvert la bouche aussi. J'ai dit, moi aussi, j'ai avalé de la fumée. Puis je dis, on y va? Je suis fatigué, il m'a dit. Toi aussi? Tu vois que tu as bien fait d'aller à l'église. Si tu y vas de temps en temps, elle fera la prière, tu seras moins fatigué. Bah oui, mais moi je peux pas aller là-dedans. Pourquoi? Bah tu vois bien comment je suis. Je suis fatigué parce que je suis allé dans l'église. T'es fou, non? Je te dis. Au bout d'un moment, il s'est levé. On rentre à la maison. On revient à la cave. On retrouve la grand-mère. Elle lui dit, pourquoi vous avez emmené le gosse? Ah, lui, il m'a regardé. Je suis venu, puis je lui ai dit dans l'oreille, elle nous a vus dans la rue. Alors il me fait signe non, avec les doigts vers les yeux. Elle voit pas clair. Ah oui, mais c'est là, dans la tête. C'est là qu'elle voit, au-dessus. La grand-mère, elle dit, vous êtes restés longtemps tous les deux. Il m'a montré, oui, j'y ai montré Sainte-Thérèse, je dis. Puis on est allé s'asseoir, puis j'y ai bien montré l'autre.